Et là, fallait avoir le cœur solide. Les premiers tours, c'était chaud. Je pensais pas passer certains sauts, c'était vraiment compliqué. Comme on dit, c'est un sport de riches pratiqué par les pauvres. Tu sais que t'es vraiment pas le premier à me le dire. Et c'est pour ça que je voulais absolument t'avoir sur ce podcast. C'est que moi, j'aime bien parler d'aventure et d'aventure autour de la moto. Tu vois, si j'avais pas créé la marque, T'aurais pas vécu ces... j'aurais pas vécu ça, quoi. Et action. Salut Vico. Salut Richard. Écoute, merci de nous accueillir chez toi. On est bien entouré. On est entouré de belles bécanes, des anciennes motocross. Oui. Et c'est un peu le sujet du jour. Donc bienvenue à Rider Radio et merci encore Avec plaisir de l'invitation. Dans mon humble demeure. Tu sais qu'il y a une chose qui est importante sur Rider Radio, c'est de connaître ta définition de l'aventure. Donc je te pose la question. Okay. Pour toi, quelle est ta définition de l'aventure ? Alors moi, l'aventure, ça a commencé, on va dire, tout petit, puisque je pratique le motocross depuis... J'ai commencé la moto à 5-6 ans, je crois, ma première moto. Et après, en fait, ce que mon oncle et mon père faisaient du motocross, une famille de motards, on va dire. Et du coup, après, on allait sur les circuits motocross, donc c'était forcément les week-ends. C'est l'aventure. C'était un peu l'aventure, on partait en camion, on dormait dans les champs, sur les terrains de cross. On était lâchés un peu comme ça. Quand t'es gamin, quand ton père va rouler sur les courses, toi, t'attends que ton père revienne au camion, donc tu gambades un peu partout. Donc tu fais des rencontres, voilà. Et ça, c'est l'aventure. Et après, vieillir, pareil, pour parler de la moto dans cette discipline-là, forcément, grandir, tu as un peu des objectifs, tu veux t'améliorer, donc des fois, tu veux pousser un peu plus loin et ça te permet de te surmonter, de partir dans des endroits que tu connais pas, de faire plein de choses qui sortent de l'ordinaire, en fait. Pour toi, l'aventure, c'est repousser les choses, Ouais. Découvrir des nouvelles choses. Exactement. Ok. Est-ce que toi, dans cette définition de l'aventure, tu te sens aventurier ? Est-ce que tu as réussi à repousser les limites ? Est-ce que tu as réussi à aller... on ira un peu plus en profondeur, bien sûr, mais est-ce que tu as réussi à faire ces fameuses rencontres qu'on n'a pas l'habitude de faire ? Oui, grâce à la moto, ça m'a permis de faire beaucoup de rencontres. Parce que on a comme je disais, depuis petit, on a fait pas mal de circuits, donc forcément des rencontres, des amis dans toute la France. Donc en dehors de la moto, des fois ça permet d'y retourner dans des endroits qu'on connaît pas. Ça a permis de faire des rencontres aussi après pour plus tard mon travail aussi. Ouais. Et même on a rencontré des pilotes de haut niveau qu'on n'aurait jamais pu rencontrer avant. Enfin voilà, c'est des disciplines en fait, c'est un petit milieu, donc c'est une grande famille en fait, donc c'est ce qui nous aussi, ce qui nous fait grandir, je pense, dans tous les sports, hein, mais c'est une discipline, un sport individuel, mais on est quand même plus ou moins en équipe parce qu'on est avec les amis, on s'entraide. Il y a un peu cet esprit collectif, alors que c'est un sport individuel. Quand on est sur la piste, il n'y a plus de copains. Mais en dehors, oui, forcément, c'est bon enfant. Maintenant qu'on connaît ta définition de l'aventure, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, en sachant que on va bien sûr revenir sur toute ta carrière. Du coup, Victorien, j'ai 36 ans. Donc, comme je disais, je pratique la moto depuis j'ai 5-6 ans. J'ai une période où j'ai arrêté suite à mon parcours professionnel. Et là, du coup, c'est le retour sur les circuits. Bientôt, ouais. Très bientôt. Parce que ça manque. Hein. Je pense que comme beaucoup, quand on a le virus, que ce soit de la moto de route ou sport mécanique, en général, ça revient vite. Donc voilà, chef d'entreprise. Et donc voilà. De All Shot, on peut le dire. Exact, de All Shot, qui est une boisson énergisante. On peut le dire. Tu m'as dit que tu as touché une moto très jeune, à 5 ans, c'est finalement jeune. Moi, j'ai une petite fille de 4 ans. Elle fait du BMX, elle fait de la draisienne électrique, tu vois, elle est pas loin de la moto, mais 5 ans, c'est super jeune en fait. C'est... Ouais. C'est quoi, il y a quelqu'un qui t'a inspiré Je crois que déjà en voyant mon oncle et mon père faire de la moto, donc forcément... C'est familial déjà de base. C'est familial, et du coup, tout bébé, je pense que j'entendais les bruits de moto, quand... L'odeur du deux temps. Voilà, c'est ça, de l'essence, de l'huile et tout. et après, je crois qu'à Noël, j'ai demandé une moto, en fait, et du coup, surprise, à Noël, j'ai eu ma première moto. Alors au début, forcément, pas facile, parce que... Il est bon, ton Père Noël, putain. Bon, ça va, mon père mécano, donc ça aide. Ouais, bien sûr. Ça aide. Et du coup, quand je vois par rapport... Parce que mon petit-neveu, par exemple, qui a 4 ans,
Aujourd'hui, nous, enfin, j'ai mis un peu plus de temps à apprendre parce qu'aujourd'hui, comme tu dis, avec la draisienne, il y a beaucoup plus de choses adaptées aujourd'hui où tu peux progresser très vite pour l'équilibre. Après, il y a maintenant avec l'électrique en plus, les draisiennes électriques, tu apprends à... L'avantage de l'électrique, tu vois, moi j'ai la draisienne électrique qui est chez mon père. Ouais. Et on est dans un lotissement, mais par contre, il y a un grand terrain. Ouais, donc Mais le truc, c'est qu'il y a des voisins partout. Oui, donc, mais en électrique, tranquille. Ma petite, elle peut rouler tranquille, tu vois. Donc là, pour le coup, c'est un vrai avantage. Ouais. C'est ça. Nous, on n'avait pas électrique. Moi, je viens d'un village de à peine 1500 habitants. Donc, on était les seuls du village à faire de la moto, tu vois. Mais bon, ce qui était assez drôle, c'est qu'on avait un petit terrain chez mes parents. On en faisait après l'école. Hein. Ouais. Mais limite, forcément, ça s'entendait dans tout le village presque. Mais limite, les gens du village, quand il n'y avait plus de bruit, ils disaient mais les frères Anjou, vous faites plus de moto en fait. si, mais là c'est des compétitions, du coup on n'en fait pas tout le temps quoi. Donc non, après c'était... Et t'as dit quelque chose qui était intéressant, c'était difficile du fait que là aujourd'hui on en a plein de trucs, électriques, etc. C'était quoi qui était compliqué à 5 ans, tu vois comprendre en fait la poignée de gaz, l'équilibre, enfin gérer les gaz en fait. Je pense qu'avec un électrique, le fait que tu peux... Alors on pouvait brider les poignées d'accélérateur sur les Piwi. Mais un moteur thermique, c'est pas... Quand ça se lance, ça se lance. Un moteur électrique, tu peux plus facilement gérer la puissance, surtout pour les petits. Et du coup, je vois mon petit neveu, ça va très vite en fait. Ouais. Et en plus, le fait que son père fait de la moto, qu'il est sur les week-ends sur les terrains de cross aussi, il t'observe et tu t'analyses et tu comprends vite. Enfin, moi, c'était ça plus tard en fait. Je m'en suis rendu compte plus tard que j'observais beaucoup plus les pilotes et pour progresser en fait. Et donc là, t'es vraiment tout petit, 5 ans, là c'est juste pour le plaisir, il y a peut-être pas de compétition. Non, en plus moi j'étais peureux moi, donc j'avais peur d'aller rouler sur les circuits avec les autres en fait. Il y a des compétitions Ouais. Ah ouais. En fait, il y a une... En fait, il y a école de pilotage en fait, donc avant... de 6 à 12 ans, en fait, tu fais des stages et tu as un peu des niveaux. Alors maintenant, je sais plus trop comment c'est, mais je crois que tu avais bronze, argent, or. En fait, t'évolues et t'as un éducateur qui est tout le temps là. Et nous, en fait, on faisait des démonstrations. C'était pas une course. Bon, même si on partait au drapeau et nous, on se prenait un peu comme si c'était une course, mais on partait pas derrière une grille de départ. Et aujourd'hui, il y a les championnats de France, c'est les grilles de départ, les 65, etc. Mais moi, mon niveau où je roulais, c'était des démonstrations. Et tout au début, je me rappelle, c'était pendant l'entracte en fait. Mon père, quand il faisait des courses à l'entracte, les parents mettaient les petits sur le circuit et on roulait comme ça, quoi. Trop bien. En fait, ton père faisait la course. Faisait la course. Et nous, on était avec les Piwi et d'autres enfants. Mais moi, j'aimais pas trop rouler avec les autres. Je sais pas pourquoi, je voulais rouler tout seul. Et du coup, j'ai perdu du temps, c'est comme ça, c'est pas grave, mais j'ai commencé tard du coup la compétition. Parce qu'après, en fait, mon père, après, il a arrêté un peu la moto, ils avaient la maison et tout, donc il avait arrêté un peu la moto. Moi, j'avais toujours des motos à la maison, il nous a fait un petit circuit. Et après, mon frère, à grandir, voulait faire de la moto aussi. Et là, on s'y est remis. Et lui devait avoir 9-10 ans, je crois, quand il a commencé l'école de conduite. Et moi, j'ai commencé les premières compétitions, j'avais 13 ou 14 ans. Là, c'était vraiment des compétitions, quoi. Donc, en plus... 13-14 ans ? Ouais. J'aurais pu commencer avant, mais voilà, après, c'était comme ça s'est pas fait. Mais... Quand tu dis vraie compétition, c'est quoi ? On parle du département en fait, c'était un championnat départemental, tu vois, où du coup, t'as une licence, tu vas sur les courses, tu fais vraiment un format course avec entraînement, cours, départ, etc., quoi. Mais c'est en parallèle, c'est comme si tu t'allais au foot le dimanche après-midi. Ouais. Exactement, c'est ça, exactement ça. Donc il y avait, nous autour de chez moi, on avait ce qui est bien, c'est qu'on a 30 km à la ronde, parce que du coup je suis pas de Clermont-Ferrand, je suis du Maine-et-Loire entre Angers et Cholet, et on avait un beau petit championnat où on avait une dizaine de courses à 1h30 max de route, quoi. Donc c'était facile de faire des courses. Peut-être pas trop de frais en plus de déplacement. C'est ça, ouais. Parce que il y a aussi ça pour tous les parents qui souhaitent aussi que leurs petits ou que leurs enfants souhaitent faire de la moto, une motocross. Il y a la part financière qui est quand même importante. Ouais, c'est un comme on dit, c'est un sport de riches pratiqué par les pauvres. Tu sais que t'es vraiment pas le premier à me le dire, je l'ai entendu ça. Alors maintenant, c'est vrai que souvent. Moi, quand j'ai commencé, j'étais mécano, j'ai fait mécanique voiture en apprentissage, donc du coup, nous forcément, c'était très facile de s'occuper des motos. On achetait des motos d'occasion, celle qui est ici, c'était pas celle-là, mais j'avais la même année en fait quand j'ai commencé, c'était une moto de 91 ou 12, je sais plus.
pendant les mêmes années. Je touchais pas les pieds par terre. Parce qu'en fait, mon père, soit je roulais en 85, mais j'allais grandir et du coup, le 85 trop petit, soit je passais direct en 65. Du coup, on s'est dit, bon, je vais passer en 65. Et au final, très bien, au moins, tu apprends un peu plus vite, on va dire. Alors, au début, c'est un peu galère la première année, mais après, en fait, ça te fait vite progresser. Et après, ouais, le côté financier, bon, nous, c'était pas très loin, donc ça va. Et il y a. Ouais, du coup, c'était il y a 20 ans. Ouais, donc c'était un peu moins cher. Ouais, c'était un peu moins cher. Aujourd'hui, c'est quoi qui coûte cher? Par exemple, moi, demain, je veux me mettre à faire du motocross, comme ça, en compétition. C'est quoi? C'est la licence qui coûte cher. Alors, c'est la moto qui coûte cher, forcément, tu vois. Mais est-ce que les à côté aujourd'hui, de toute façon, les frais annexes, tout ce qui est déplacement, aujourd'hui, la route, ça coûte cher. Le gasoil, ça coûte cher. Après nous, entre potes, on essaie de mutualiser, on part à plusieurs, on essaie de se débrouiller les déplacements se font à plusieurs. Trouver 2-3 sponsors, mais bon, quand t'as pas un gros niveau, c'est pas facile. Donc, même si, il y a toujours des petites entreprises qui sont prêtes à t'aider, dans le réseau. Quand tu te crées un réseau un peu, t'arrives toujours à trouver un peu, mais ouais, faut mettre pas mal d'argent de sa poche pour se faire plaisir en moto. C'est quoi en moyenne pour une saison, tu vois? Alors, c'était il y a un moment pour toi, mais là, si tu fais un petit parallèle avec ce qui pourrait se faire aujourd'hui. Je sais, tu vois, par exemple, un déplacement, moi, ça fait longtemps, là, ça fait 12 ans que j'ai pas fait de course, donc je me rends plus trop compte, mais tu vois, déjà, quand tu fais 2 heures de route, quand tu fais 100 bornes, tu vois, un peu de gasoil, tu vas mettre 50 balles, 30 balles d'auto, tu vois, une centaine d'euros, 50 euros, 150 euros, l'essence, l'engagement, 100 euros. L'engagement, c'est 100 euros? Ouais, ça dépend des décisions. 70, soit dans les 70 euros, mais après. Par course, du coup? Ouais. Ok. En championnat de France. Enfin, nous, tu vois, moi, la course que je vais faire, c'est ça. Après, je te dis, Non, mais vu c'est que pour je suis un peu dépassé, je suis encore un peu, mais de loin. Alors, moi, après, ouais, quand j'avais fait un peu le France, alors. C'était en 2010. Là, c'était cool. C'était vraiment cool. Là, c'était des bonnes expériences. Parce que là, j'avais l'occasion de faire le championnat de France. Alors, j'avais fait 2 courses en élite, en fait. Donc, l'élite, c'est comme la Ligue 1 au foot, tu vois. D'accord, ok. Donc, en gros, tu as des qualifs. Et moi, l'année où je l'ai fait, dans ma catégorie, j'étais en 2,52 temps, MX1. Il n'y avait pas beaucoup de pilotes, en fait. On était une vingtaine. Et du coup, il n'y avait pas de qualif. Donc, je me suis retrouvé là-bas. Je comptais pas me qualifier, mais qualifié. Okay. Donc, super cool, tu vois, parce que je me suis retrouvé à rouler avec des pilotes qui faisaient le GP, des pilotes que je voyais dans le magazine, tu vois. Donc, c'était cool, quoi. Ouais. Et en plus, franchement, les pilotes super cool parce que j'étais le seul de temps. Ok. De 52 temps, ils étaient tous avec les 450 préparés, tu vois, des motos top. Donc plutôt cool en me disant, c'est cool, tu fais de la résistance avec ton 2 temps. Bon, heureusement qu'ils voyaient pas les chronos parce que. Mais par contre, non, c'était cool de rouler avec eux parce qu'en plus, quand tu roules avec des pilotes comme ça et sur des gros terrains, tu te dépasses, quoi. Tu vois, quand tu disais tout à l'heure, là, c'est des courses où je me suis dépassé, tu vois. J'ai jamais été aussi vite de ma vie parce qu'il y a déjà un exemple, il y a une envie. Puis tu vois, tu te dis, t'as l'élite. Tu te dis, il faut pas. Enfin, c'est pas être ridicule, il n'y a pas de honte. Mais tu te surpasses parce que. Puis la piste fait que aussi, tu te lâches un peu, t'es un peu crispé au début, mais après. Bon, même si les résultats n'étaient pas là, mais je me suis fait plaisir, tu vois, quand même. T'avais quel âge, là, à peu près, là, quand ça s'est passé? J'avais 22, 23 ans, je crois, ouais. Donc là, on va dire, de tes 14 ans à tes 20 ans, c'était quoi, tous les week-ends peut-être pas l'hiver, mais... Alors, on a eu des très grosses saisons. En fait, j'ai fait, quand j'ai commencé à 14 ans, donc c'était l'UFOLEP, c'est, on va dire, le plus petit niveau, on va dire, en France. Enfin, ça roule bien quand même, mais on va dire la plus petite... C'est pas une fédération, mais... Donc là, on faisait le championnat interdépartemental, on était dans 3 départements. Et après, du coup, on a voulu monter un peu niveau, donc on a fait la ligue. Donc là, c'est championnat régional FFM, où là, le niveau est un peu plus élevé. Et donc là, c'est pareil, tu vois, j'ai rencontré plein de monde, et du coup, on est devenu une petite bande de potes avec une dizaine de pilotes à rouler tous ensemble. Et après, on a progressé. Du coup, quand tu rentres un peu à la ligue, tu as des potes qui font le France, donc tu dis, pourquoi pas essayer. Donc mon frère avait essayé le cadet, après il a essayé un peu le junior. Et moi, du coup, moi j'étais plus vieux pour être dans cette catégorie-là. Et un ami qui faisait le championnat de France junior m'a dit, viens, il y a les élites en même temps. Vas-y, on passe le week-end ensemble. Au pire, tu qualifies pas, tu es sur place, tu vois des belles courses, tu vois, ça te permet de rouler, de voir. Moi, je dis pourquoi pas. Et la première course, c'était à Ernée. Donc Ernée, en plus, terrain de championnat du monde. D'accord. Où il y a le motocross des nations. Des très grosses courses, pas très loin, à 2 heures de chez mes parents. Donc gros terrain. Donc là,
Et là, fallait avoir le cœur solide. Les premiers tours, c'était chaud. Je pensais pas passer certains sauts, c'était vraiment compliqué. Et je me suis lâché un peu, sauf qu'un peu trop de confiance, tu vois, à un moment. Et à une table, un saut en fait avec double réception, c'est soit tu ratais dans la première réception, ou soit la deuxième. Enfin, en fait, ça faisait 2 trajectoires un peu. Et sauf que je sais pas, il y a un top pilote qui me doublait, donc j'ai pas pris la bonne vitesse. J'ai atterri entre les 2 réceptions et bon, un peu déconcentré, pas trop de lucidité, j'ai lâché le guidon, je me suis retrouvé dans les barrières, donc poignet un peu froissé, j'ai pas pu continuer, je voulais pas prendre de risque, tu vois, parce que le terrain vraiment dur, faut vraiment être prêt physiquement pour aller vite sur un terrain comme ça, donc j'ai préféré pas faire la course, mais bon, je voyais les copains rouler, et des superbes courses le dimanche, tu vois, donc... Il y avait vraiment cette idée-là de plaisir, parce que quand tu fais un championnat comme ça, c'est quoi l'idée? C'est vraiment de se dire, quand t'as 14, 15 ans, 20 ans, tu te dis, ouais, je peux encore percer, je peux encore y aller, ou c'est se dire, bon, j'y vais dimanche, comme j'irai, comme j'ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai pas un mental de vainqueur, tu vois, je suis pas le gars... Mon frère est un peu différent, tu vois, mon frère un peu plus jeune était un peu plus, on va dire, dans l'esprit de compétition, tu vois. Moi, évidemment, j'étais content quand je faisais le all shot, tu vois, que je partais devant, forcément. Mais après, si je terminais, bien sûr, on n'était pas là pour faire dernier, mais je savais à peu près où était ma place, je savais à peu près où je me trouvais selon les courses. Et après, on était à peu près toujours les mêmes pilotes à rouler ensemble, donc on savait très bien où se trouver. Mais après, on se tirait, et le fait de faire, tu vois, des championnats, des grosses courses comme ça, comme les élites par exemple, parce qu'après j'en avais fait une autre où là j'avais fait toutes les courses, enfin j'avais fait tout le week-end, parce que du coup, sans le vouloir, j'étais qualifié. Où là, du coup, pour parler financier, c'était 42 € l'engagement, et il y avait une prime de cave de 250 €. C'est pas mal. Maintenant, c'est plus ça. Ouais. Et en plus, on roulait 2 jours, donc on faisait de la moto tout le week-end, quoi. Et donc, c'était vraiment cool, parce que beaucoup de motos, sur un beau terrain avec des bons pilotes, donc là, c'était vraiment plaisir max, quoi. Et après, en plus, ce qui était drôle, c'est que le week-end d'après, je me retrouve sur le niveau le plus bas. Donc en fait, l'écart de niveau, mais c'était rigolo parce qu'au final, c'est pas pour ça que j'avais fait l'élite que je gagnais la course, tu vois. En fait, moi, j'avais pas. Donc je me faisais un peu chambrer, tu vois. Ouais, t'es à l'élite et tu gagnes pas la course, tu vois. Et maintenant, c'est ce que je dis, tu vois, par exemple, après avec la marque All Shot, du coup, j'ai rencontré plein de monde, et des fois, il y a des plus jeunes, tu vois, ou des parents, tu discutes, et ouais, je sais pas trop, le gamin, il est bon en régional, mais je sais pas s'il peut aller aux France. Je dis, bah écoute, il essaye, ça coûte rien d'essayer. Moi, je pense que c'est une très bonne expérience, lui, il voit où il est, ça permet de rouler avec d'autres pilotes qui sont beaucoup plus rapides, et de voir si lui, il est capable de surpasser, tu vois. Et du coup, bah, souvent... J'en connais qui ont fait 2-3 courses de cadet. L'année d'après, tu vois, ils ont fait tout le championnat, où ils se sont dit, bah tiens, on va en faire plus parce que le gamin, ça lui plaît et ça va, quoi. Donc, c'est des bonnes expériences. Enfin, franchement, comme dans plein de choses de la vie, hein, faut essayer, ça marche tant mieux, ça marche pas, tant pis, voilà, c'est ça. Non, et puis surtout dans cet état d'esprit. Ça veut dire que là, moi, ce qui me plaît dans ce que tu me dis, c'est que je peux faire de la compétition. Oui, mais pour l'esprit de compétition, de se dire ouais, j'ai envie de me dépasser, j'ai envie d'aller à la limite, etc. Si je peux dépasser le copain, bah tant mieux. Si je peux pas, c'est pas grave. À la fin, dimanche soir, je suis rincé et je suis content. C'est ça. C'est ça, c'est ce qu'on... Après, il n'y a pas de pression. En fait, c'est l'essence même du sport, tu vois. Se dire, bon, on essaie d'être les meilleurs, hein, c'est vraiment l'idée. Mais au final, il n'y a pas d'engagement médiatique, d'argent important, etc. Bon, si tu finis dernier, tu finis dernier, quoi. T'as juste passé un bon moment, en fait. Voilà, après, bon, y a des week-ends où, de toute façon, après, je parle pour moi, mais tu le sens quand ça va être un week-end compliqué. Des fois, des circuits que t'aimes pas, des conditions que t'aimes pas forcément. La moto, tu sais, il y a des jours où ça va pas. T'as beau te préparer physiquement, le motocross, c'est tellement exigeant comme sport que bah, des fois, t'as beau t'être préparé, tu vois, des fois des grosses années, la plus grosse année qu'on a fait, on a fait 27 ou 30 courses dans l'année. Ouais, c'est bien. Je crois qu'on n'avait pas roulé 3 week-ends dans l'année, donc genre Noël, 1er de l'an. Sinon, on roulait tout l'hiver, tout le temps. Et en fait, à la fin, on a saturé, tu vois. J'avais trop roulé, en fait. Et j'étais bien à partir de les 5-6 premières courses. Au début, je m'étais trop mis de pression, en fait. Trop préparé.
Donc je me suis dit, bah là c'est bon, je suis prêt. Au final, tout le monde était prêt, donc j'étais revenu à ma place. Et j'avais progressé parce que j'étais moins fatigué pendant les courses. Donc les fins de manche, par exemple, je pouvais revenir sur certains mecs que d'habitude je dépassais pas parce que physiquement ils étaient moins prêts. Voilà, mais au final, à la fin, c'était trop. Et après, mais ça, c'est avec l'expérience. Et après, on avait fait différemment. Et l'année d'après, je me rappelle qu'on avait pris beaucoup plus de plaisir. Alors là, par contre, c'était l'inverse. Les débuts de course, c'était difficile parce qu'on n'avait pas fait beaucoup de physique. Mais par contre, on prenait plus de plaisir parce qu'on avait envie de faire la moto, en fait. C'est ça le truc, c'est que c'est ça. faut avoir envie, en fait. Ouais. Des fois, on en faisait tellement, c'était devenu une routine. On était réglé, quoi. On faisait du sport toute la semaine, en plus de notre travail, tu vois, mais bon, c'est ce qui nous permettait aussi de déconnecter par rapport au travail. Tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure un peu en off, ce qu'on discutait par rapport à nos métiers. Le lundi, voilà, c'était nettoyage de la moto, récupération. Mardi, c'était nous on faisait circuit training par exemple, cardio. Mercredi footing, jeudi natation, vendredi repos. Samedi, on préparait les motos, on partait. Dimanche compétition, et c'est ça toutes les semaines en fait. Et c'est ce qu'on disait bien sûr en off et qui est valable pour tout le monde. C'est vrai que d'avoir une activité hors taf, ça fait tellement du bien. Tu vois, quand tu nettoies ta moto le lundi, tu penses à rien d'autre. Tu vois, tu la nettoies, voilà, mais t'es pas en train de penser à tes problèmes de taf, de machin. Non, ou tu penses à la moto, tu dis là, j'aurais peut-être dû faire comme ça. Ce week-end, je vais essayer. Enfin, moi en tout cas, c'est comme ça. Et la partie physique, elle est aussi intéressante. On dit beaucoup que le motocross, c'est l'un des sports les plus exigeants. Je pense, que. Alors, j'ai pas fait d'autres sports, mais. J'avais fait du foot gamin, mais. Mais le motocross, c'est vraiment il y a tout le corps en fait et puis c'est le circuit change, les conditions, c'est très mentalement aussi, j'ai remarqué avec l'expérience, c'est dur, des fois tu te sens bien, tu vas te faire doubler par un mec, du coup tu te prends un petit coup moral, ou quand tu tombes, ou voilà, il y a plein de petites choses en fait qui font que une course où ça se passe bien, heureusement ça arrive, tu sais pas pourquoi tout se déroule comme tu veux. Moi je prends toujours l'exemple des départs par exemple. Enfin moi c'est des très bons pilotes qui m'ont dit ça. Derrière un départ tu dois te dire je vais partir devant, tu vois. Des fois j'étais derrière une grille, j'avais envie, tu dis allez faut que je parte devant, mais tu le sens que en moi-même je sentais que je sais pas, il y a un truc que j'allais pas. Par contre il y a des fois tu sais pas pourquoi ça part. Tu te dis voilà, c'est sûr je pars devant, quoi. Ça m'arrive pas souvent, mais ça m'arrive. C'est impressionnant le motocross, hein. J'ai eu l'occasion d'en faire un petit peu là, autour de chez moi. T'as les descentes, les tables, les trucs. Franchement, il faut avoir le cœur bien accroché pour pas dire autre chose. Franchement, c'est un sport qui demande beaucoup d'engagement physique, c'est ce qu'on disait, mais vraiment mental aussi, quoi. Parce que quand après c'est bien sûr c'est de l'entraînement. Oui, c'est ça. Mais moi je me rappelle, c'était les descentes où t'envoyais du gaz dans la descente. Enfin, il faut se le dire, tu vois. Moi qui est arrivé de l'enduro, de faire un peu de l'enduro, piste et tout. Bon, l'enduro, parce que du coup je connaissais pas trop l'enduro, tu vois. Tu parles de l'enduro. Quand je suis arrivé ici en Auvergne, du coup forcément pays de l'enduro, et pour avoir des courses de haut niveau, c'est quand même pareil. Moi j'en ai fait un petit peu c'est des trucs à la cool, mais autant le motocross tu connais le circuit, tu vois, donc tu t'anticipes, bien sûr, tu vois. Mais en enduro des fois t'es Mac 12 dans des endroits. Je sais pas si tu connais le circuit d'Issingeau là. Ouais, je connais. Moi, la descente. Ouais, je connais. Mais c'est un beau circuit. C'est impressionnant. C'est très impressionnant. Et là, t'as le mec qui te dit, là, il faut que tu mettes gaz là. Attends, je vais d'abord rouler tranquille, je vais la descendre tranquille, et puis après, on verra. C'est les montagnes russes. Hein. Et je pense que quand tu maîtrises ta bécane, tu maîtrises ta technique, le motocross, ça doit être vraiment un régal. C'est kiffant quand tu voles, quoi. Ouais, quand tu connais parfaitement ta moto, qu'elle est bien réglée, que toi tu te sens bien, tu es capable de rouler. Des entraînements, des fois on était capable de rouler. J'ai envie de faire du motocross. Vas-y, on prend une bécane. Vas-y, si tu veux. Il y en a bien une qui roule là dans les. Il y en a qui sont. Il y a un moteur là, il y a celle-là, elle est ouverte. Il y a un peu de. Et encore, on voit pas tout ce qu'il y a derrière. Mais voilà, mais bon, c'est kiffant quand en fait à vieillir, tu vois, le plus kiffant c'est quand t'es avec tes potes, tu fais le week-end de course, à la fin de la manche tu t'es battu avec tes potes, tu tapes dans la main, le dimanche soir tu fais le point, t'es entier, la moto bon, si elle est cassée c'est pas grave, c'est rien, c'est du matos, tu prends une petite bière, t'es content, et voilà, quoi. Moi j'ai cette image qui est sans doute erronée, c'est que dans le motocross c'est quand même là tu dis le contraire, hein, mais que c'est chacun un peu pour soi et tout. En tout cas, c'est cette image que j'avais, moi, encore pas très longtemps. Est-ce que c'est encore le cas ou
À Oni, je sais pas. Alors moi j'ai connu, enfin franchement, dans la ligue laquelle je roulais, on se connaissait tous sur dans notre catégorie, sur les 40 pilotes. Quoi, tu te retrouvais le on soir était peut-être 15 le samedi soir à boire l'apéro ensemble, tu vois. Donc, puis bah après, on s'est fédéré avec nos délires de marques de boissons énergisantes. Ça, tu peux nous en dire un peu plus du coup, en fait, ouais, c'est parti d'un délire. Donc, comme je disais, le samedi, on se retrouve tous les samedis dans les paddocks sur les courses de moto. Et en fait, mes parents faisaient un apéritif maison qu'on avait appelé All Shot en fait, parce que voilà, c'est parti d'un délire. Ouais, venez prendre l'apéro, demain vous ferez tous le All Shot. Enfin voilà, on était parti un petit Tu comme peux ça. nous expliquer pour ceux qui connaissent pas le All Shot, alors le All Shot en fait, en motocross, on part derrière une grille de départ, donc en moyenne 40 pilotes. Et quand la grille tombe, en fait, le premier qui arrive au premier virage, on dit qu'il a fait le All Shot en fait. C'est le meilleur départ. Okay. Voilà. Donc forcément, quand tu prends un bon départ, tu as plus de chances de bien finir. Bon, même si quelquefois, il peut arriver des petites bricoles, mais voilà, en général, quand tu pars devant, voilà, c'est de bon augure pour la suite de la course. Et du coup, voilà, donc c'est parti comme ça d'un délire. Ah, vas-y. Et donc les potes venaient, les pilotes venaient. Ah, on va prendre l'apéro All Shot chez Vico. Enfin voilà, ça partait comme ça. Et on avait fait des bouteilles d'apéro avec un logo. Sur les podiums, on était avec les bouteilles d'apéro et tout. Enfin bref. Et en fait, je sais même pas pourquoi moi plus qu'un autre en fait. Je me suis dit tiens, ce serait cool qu'on ait une marque de boisson à nous, notre petite bande, tu vois, parce que alors pas moi, mais j'avais des pilotes qui roulaient en championnat de France, tu vois, qui avaient un bon niveau, et du coup c'était rigolo d'être représenté à une petite team, tu vois. Donc j'avais fait, donc c'était All Shot MX Drink à la base. D'accord. MX pour motocross, parce qu'on voulait pas mettre Energy Drink comme tout le monde, tu vois. Donc on avait fait. Mais c'était quoi cette boisson à la base? C'est une boisson énergisante en fait. Oui, mais là ce que toi tu faisais dans les apéros, c'était un mélange de ce qui existait déjà. Voilà, en fait. On va pas dire les marques. Non. Non, alors l'apéro à la base c'était juste du vin et tu mettais ça dans une fausse canette, un truc. Et au début c'était des bouteilles d'apéro, et après en fait, donc on pouvait pas, l'idée c'était d'avoir notre marque de boisson, mais on pouvait pas promouvoir une marque d'alcool, tu vois. Donc après je me suis dit pourquoi pas une marque de boisson. Donc j'avais envoyé quand même des courriers à Coca-Cola, tu vois, des marques. Mais tu avais pris ça au sérieux quand même déjà. Enfin Coca-Cola, Orangina, tu vois, des marques de boissons, tu vois, des grosses marques quoi. Forcément recalé, hein, ça correspond pas à l'image, machin et tout. C'était les débuts, tu vois, il y avait les marques de boissons énergisantes, donc qu'on va pas citer, mais connues, autrichiennes et américaines, n'étaient pas trop arrivées en France encore. Mais surtout la marque autrichienne. et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas nous avoir une marque de boisson énergisante. Donc après, sur Internet, c'est très facile de trouver c'est très facile. N'importe qui. Je crois de quoi une recette. Une recette, tu contactes un industriel. Après, il y a des minimums de commandes, mais c'était la mode où beaucoup de marques en fait, personnalisaient des canettes en fait. Donc ils avaient leur recette à eux, et toi tu mettais. Et en fait j'avais contacté un industriel qui pouvait faire de la personnalisation de canettes en fait. Donc au début c'était des petites quantités et on vendait ça à la sauvette sur les terrains, des potes, voilà. Et nous ça payait des conneries, tu vois, on se faisait des t-shirts, des casquettes, et petit à petit en fait. Mais là déjà c'était dans une idée d'entreprendre. Pas du tout. Pas du tout. Ah non, c'était juste pour. Ouais. J'ai pas du tout. Enfin alors, maintenant si, mais j'avais pas du tout l'âme d'un entrepreneur, hein. Je me voyais pas chez une entreprise en fait. D'accord. Moi j'étais mécano, je faisais de la moto le week-end. C'est ce que tu faisais d'ailleurs, on revient, on fait un petit flashback là pour financer un peu quand t'as grandi tes saisons en motocross, tu travaillais à côté, tu disais. En fait, donc à 14 ans, après le collège, en fait, j'ai fait un apprentissage en mécanique auto. D'accord. Okay. Parce que mon père est mécano, et du coup, pareil, tu suis un peu le. Quand t'as vécu dans ce milieu-là, c'est quelque chose qui se fait un peu naturellement, tu vois. Et du coup ça aidait bien pour la moto, forcément pour les pièces, à part payer les pièces, et encore on avait des remises avec les magasins de moto, parce que voilà, si tu leur prenais souvent, voilà, ou si tu roulais pas trop mal, certains faisaient une remise, voilà, on arrivait à s'en sortir comme ça. Puis bon, comme on disait tout à l'heure, ça coûtait moins cher à l'époque. Et voilà, on se débrouillait comme ça, un peu d'aide financière à droite à gauche, mais pas grand chose quoi. Ce que j'ai beaucoup remarqué en discutant aussi avec des pilotes qui avaient des résultats, des mecs qui montaient sur même en Grand Prix en endurance par exemple, il y a beaucoup de débrouille, il y a vraiment une partie il va y avoir 20 mecs qui gagnent vraiment bien leur vie, c'est très dur en bécane, et puis après le reste c'est vraiment, ils gagnent leur vie aussi, mais de la débrouille quoi. Nous par exemple, moi je me rappelle certains pilotes, on les appelait les chasseurs de primes. Ils avaient pas un niveau pour aller
genre en championnat du monde. Par contre, ils faisaient toutes les courses du national ou des supercross, tu vois, où tu avais des primes d'arrivée, où ça leur permettait de, dans la saison, du moins peut-être pas gagner beaucoup d'argent, mais de payer des placements et de peut-être de payer une saison, tu vois. Mais ouais, c'est la plupart, hein, c'est des sponsors. Soit ils trouvent un gros sponsor qui va te suivre, presque tout financer. Extra sportif, parce qu'après les marques de moto, il va y avoir des aides, soit ils vont te prêter une moto quand tu la vends à la fin de l'année, tu rembourses une partie, ou il y en a, on leur donne carrément leur moto et ils la rendent à la fin de l'année. Enfin, il y a plein de, selon le niveau en fait. Mais aujourd'hui, ouais, c'est bon. Alors aujourd'hui encore avec ce qu'on a remarqué avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de. Alors les pilotes, s'ils sont bons sur les réseaux, voilà, ils vont avoir en plus de voilà, de ce que les teams ils offrent ou les marques ou dans le milieu de la moto, ils vont avoir des marques extra sportives qui vont les aider un peu plus. Mais donc ça c'est bien, ça c'est plutôt bien. Et après à notre niveau, à niveau amateur, ouais, il y a quand même quelques entreprises qui vont aider sur les réseaux sociaux. Tu peux te faire aider du matos, je sais pas, voilà, un casque. Une grosse remise sur une paire de bottes. Mais c'est quoi? C'est du soutien plus pour faire plaisir, quoi. C'est pas... Ouais, après un peu d'image, parce que t'en as... quand même, ouais. Enfin, moi, je suis pas bon du tout là-dessus. Faudrait peut-être que je m'y mette si je veux financer ma saison. Mais ouais, moi, je suis pas du tout réseau parce que j'ai pas connu. Enfin, j'ai pas connu. C'était les débuts, nous. Putain, on parle comme des vieux, mais... ah, mais tu sais, quand tu regardes, ça fait quoi maintenant? On a tous les deux pratiquement... 36, ouais. Tu vois, on a à peu près la même génération, mais nous, on a connu Messenger, on avait 15 ans, 13-15 ans, tu vois. Et donc, tu imagines l'évolution, Facebook, c'était peut-être 20 ans après. Et c'était pas... Puis moi, déjà, je suis pas très ordinateur, je suis plus dans un atelier, tu vois. Mais par contre, aujourd'hui, on voit que y a des mecs qui font de la moto, qui se mettent à faire des vidéos et qui font des trucs incroyables. Et du coup, les marques derrière les payent pour promouvoir leurs produits et tout. Donc ça, c'est même. C'est cool. Tu vois, nous, par rapport à la marque All Shot, nous, c'est très bien, quoi. Ça te permet de faire face à des monstres du milieu et on s'en sort, quoi. Donc ça, c'est bien ça. Et ça permet à des. Moi, j'ai des potes qui roulent à un bon niveau amateur. Voilà, et quand t'es bon sur les réseaux, ça te permet d'avoir un peu plus d'images, plus d'images et d'aide financière, ou même de matériel, parce que le matériel ça coûte cher. Donc des fois, sans parler d'argent, comme je disais, une paire de bottes, une tenue, un casque, des paires de lunettes. C'est vite 300 €, 400 € par là. Une paire de bottes, c'est 400, 500 €. Un casque, c'est 300 balles. Une tenue, c'est 200 balles. Enfin, ça va vite, quoi. Tous les consommables aujourd'hui, ça va vite. Je reviens sur ce que tu disais là. Donc là, tu as commencé tes apéros, tu as commencé à donc là, après, on était sur la partie boisson énergente. Donc là, on avait créé la marque. Enfin, j'avais créé la marque du coup. Donc là, c'était quand même bien officiel, quoi. Alors c'était en mode association. Mon père a une association, tu sais, pour les sponsors et tout. Donc là, avec l'association, j'avais acheté un peu de canettes. Et après, en fait, le petit bénéfice que ça faisait, le but c'était pas de gagner de l'argent, c'était que ça nous paye les t-shirts, les machins, et de délirer entre nous le team All Shot Energy Drink, tu vois. Parce que on avait le team All Shot Energy Drink et on avait une autre bande de potes, c'était les Illegal Riders en fait. Ok. Et en fait, eux c'était plus les bad boys, tu vois. Ils faisaient un peu les cons, un peu de freestyle, un peu de. Mais bon, c'était rigolo, tu vois. Donc c'était un peu le délire entre nous. Et après, en fait, à délirer là-dessus, en fait, j'avais été contacté. Donc déjà, le logo était pas top. C'était pas top. Moi, je suis pas graphiste, donc j'avais fait ça avec un logiciel sur l'ordi. Mais déjà, tu vois, les ordis, moi, c'est pas mon truc. Et après, donc, dans ma famille, mon cousin qui est designer dans l'automobile, en fait, il m'a dit, attends, si tu veux, je te fais un logo, un truc plutôt sympa et tout. Donc moi, j'ai donné les directives, mais bon, ça s'est fait en 2 mails, hein, tu vois. J'ai dit, j'étais parti sur un délire de super-héros, en fait. D'accord. Donc c'est pour ça, le masque, tu veux... En fait, à la base, c'est un H, le All Shot. Et en fait, je suis parti sur un masque en fait par rapport à la moto. Bien sûr, ouais. Et après, un effet de vitesse par rapport au All Shot parce que voilà, t'es le premier virage et boisson énergisante, voilà, ça donne énergie. Voilà, c'était un peu ce délire-là en fait. Et du coup, je suis parti sur ce logo-là. Et donc j'avais fait t-shirt. Ça c'est du coup en 2012 là. 2012 c'est ça. 2012 okay. C'est ça. Donc c'était le tout début. Et en fait, j'ai été contacté par des clubs du championnat de France élite en fait. Du coup, qui 2011 je crois ou 2010 je sais plus, il y avait une autre marque de boisson énergisante donc là un peu plus connue, qui était sur les courses et du coup ils avaient fait ça qu'une année. Elle a dit nous on aimerait bien avoir une marque française qui vienne sur les courses, avec des miss pour faire podium, les départs, voilà, etc. Et tout. Et du coup, moi,
donc avec 2-3 copines qui étaient plutôt jolies, donc forcément sur les paddocks, quand t'as des jolies nanas avec une marque de boisson énergisante, forcément tout le monde c'est quoi machin. Donc on s'est fait remarquer comme ça et on a été, la première course je me rappelle c'était en Bretagne. Bon, il pleuvait exceptionnellement en Bretagne. Sauf que là-bas, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, il y a du monde. Ils sont passionnés de sport mécanique. Donc on se pointe là-bas. Donc moi j'avais acheté une tonnelle toute neuve, enfin voilà, tout le matos tout neuf et tout pour faire un stand nickel. De la pluie tout le week-end. Tout le week-end, donc les pieds dans la boue, le matos, je fais un peu. Bon, ça s'est bien passé, mais je savais pas trop en fait à quoi attendre. Parce que le club m'a dit, bah voilà. Qu'est-ce que tu veux en retour, comment tu veux faire en fait. Je dis bah moi j'ai pas les moyens enfin j'ai pas de moyens pour faire comme les grosses marques en fait, donc est-ce que c'est possible, voilà, vous mettez les canettes en buvette, voilà, je vous fais un prix, je récupère les invendus, vous faites votre marge et voilà quoi. Ok, pas de souci. Et du coup bah en fait donc là-bas c'était à Romagné pour ceux qui connaissent ce circuit, et en fait de l'angle la pluie tout le week-end, et en fait il y avait eu 600 ou 700 canettes de vendus, tu vois. Donc sur le coup moi en fait tout ce que j'avais amené en fait. Trop bien. Et donc quand j'avais appelé le lundi, je dis bah du coup comment on fait pour récupérer les invendus. Il me dit mais quels invendus? Il me dit t'en as ramené plus, on aurait tout vendu en fait. Le dimanche midi il y avait plus rien quoi. Parce que c'était sur 2 jours la course. Je dis oh merde. Donc tu vois je me suis dit ok bah c'est que ça plaît quoi. C'est à ce moment-là que tu t'es dit, il y a quelque chose. Ouais, je me suis dit, bon, faut peut-être faire ça un peu dans les règles de l'art, quoi. Donc là, je me suis mis auto-entrepreneur, tu vois, j'ai déposé la marque. Et là aussi, quand j'ai déposé la marque, ça n'a pas été simple parce que forcément, si tu veux, dans ma famille, j'ai personne qui a une entreprise ou, tu vois, je sais pas, un oncle, une tante qui a une boîte, qui aurait pu me dire, bah tiens, vas-y, je t'aide pour monter ta boîte, tu vois. Donc j'y étais un peu tout seul, donc avec un peu des aides de la CCI qui t'expliquent comment faire, mais tu sais, t'es un peu laissé tout seul. Ouais, c'est quand même. Je trouve que c'est complexe, surtout dans l'idée d'entreprendre dans cette catégorie-là de comment on peut dire de. Ouais, dans ce domaine-là quoi. Dans ce domaine-là. Voilà. Quand tu veux, tu vois, c'est tu sûr veux monter une boulangerie, tu veux voilà. Bon là ils ont un peu les réponses, voilà. mais là c'est vrai que c'est ça. Donc quand j'ai été voir des personnes pour me conseiller un peu, on m'a dit ouais mais les boissons, enfin tu sais la plupart ça commençait les boissons à avoir d'autres marques, mais il y en avait pas beaucoup encore, et donc forcément ça surprenait un peu les gens. Ouais mais pourquoi, enfin ils comprenaient pas trop quoi. Et du coup suite à ça, donc ouais je me mets un peu dans les règles, donc je dépose la marque et là je reçois un dossier comme ça d'un avocat qui d'une marque qui s'appelle Xtreme. Donc moi la marque du coup j'avais changé, au lieu de l'appeler MX Drink parce que ça faisait trop motocross, je m'étais dit on sait jamais si je vais dans des magasins, là je m'étais mis un peu plus au sérieux, donc on sait jamais si je suis dans des magasins ou autre chose. Je me suis dit Xtreme Drink par rapport à sport extrême, c'est un peu plus large quoi. Et pour pas mettre Energy Drink, parce que je me suis dit on sait jamais si on fait d'autres boissons. Ça dénote pas tu peux changer quoi. T'avais déjà une vision quand même. Tu sais en fait c'est très bizarre parce que j'étais pas du tout dans ce mode là, mais quand t'as une idée, que tu crées un truc en fait ça arrête pas en fait. Toi. Ouais, et ça arrête pas en fait. Puis passionné par la moto, donc la moto plein d'idées, tu sais, tu rêves un jour de dire ah putain peut-être qu'un jour en championnat du monde, tu vois, genre un pilote qui aurait tu vois sur un podium qui aurait ma marque, enfin tu vois quand t'es passionné d'un sport, donc petit à petit tu sais tu te dis comment faire pour progresser dans ce milieu-là. Donc faut de l'argent, pour avoir de l'argent faut vendre, donc faut se mettre dans les règles. Donc quand je reçois ce fameux dossier d'avocat, une marque allemande en fait qui s'appelait Xtreme, qui était vendue en France, où en gros ils disent que voilà ils posent réclamation contre ma marque parce que c'est All Shot Xtreme Drink, et du coup il y a Xtreme. Donc moi pas d'avocat, donc j'appelle l'INPI pour savoir comment ça se passe. Donc la nana me dit très sympa, elle me dit c'est simple, soit vous discutez avec eux en fait, trouvez un terrain d'entente, soit vous changez le nom, voilà, vous trouvez un terrain d'entente, soit vous voyez avec votre avocat. Je dis l'avocat il est au bout du fil, j'ai pas d'avocat, j'ai pas les moyens d'en payer. Il me dit sinon vous laissez comme ça, et c'est nous en fait au bout de je sais plus combien de mois on délibère en fait, c'est nous qui prenons la décision en gros de savoir. C'est l'INPI qui prend l'INPI en fait, et si la marque repose une réclamation, du coup là c'est à moi de. Donc je dis tant pis, de toute façon j'avais fait toutes les tonnelles, les logos, tout, donc je dis si je dois changer, moi j'ai pas les moyens de refoutre 1000 balles dans une tonnelle, tu vois, de racheter, de refaire toutes les canettes et tout. Donc je laisse comme ça. Et je dis tant pis, ça s'arrête, voilà. Et en fait, je reçois un courrier un jour comme quoi, du coup j'avais bien la marque parce que c'était pas. Moi c'était All Shot la marque, et Xtreme Drink c'était le slogan. Ouais, je sais plus comment ils ont expliqué ça, mais dans leurs termes. Mais en gros c'était dénominatif ou un truc comme ça, ils disent voilà. Et que du coup, dans la prononciation, leur boisson c'est Xtreme, mais c'est une gamme de leur boisson. Donc en fait, donc j'ai reçu comme quoi je t'ai bien déposé à mon nom et tout. Donc là déjà, rassuré. Donc là après, c'était une autre étape.
Et du coup, après, on m'a demandé d'aller sur d'autres courses. Donc là, j'ai rencontré des pilotes pro. Cette partie-là, elle est intéressante et c'est pour ça que je voulais absolument t'avoir sur ce podcast. C'est que moi, j'aime bien parler d'aventure et d'aventure autour de la moto. Tu as eu cette aventure Là, c'était clairement une aventure. Et une vraie aventure entrepreneuriale autour de la moto. Donc, ce que tu es en train de réussir à faire là, à ce moment-là, c'est de vivre autour de la moto avec ton métier. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est génial, tu vois. Et ça, il faut le dire à plein de petits garçons et petites filles. Exactement que en fait, même si t'es pas pilote, tu peux vivre des aventures comme ça. Du coup, moi, faire ces rencontres-là, dans le milieu professionnel, tu rencontres des pilotes pro, des mécanos, des team managers. C'est ça. Il y a un million de métiers en fait autour de la moto. Je suis devenu très bon pote avec des gens, tu vois, qui étaient pilotes pro ou semi-pro qui n'ont pas pu percer, ils sont devenus mécanos ou coach ou team manager et du coup ils sont toujours dans le milieu parce que c'est leur truc, ils savent pas quoi faire d'autre en fait, ils sont vraiment passionnés par ça et du coup ça découle de plein de métiers en fait. C'est ça. Préparateur, il y a plein de métiers autour de ça et du coup moi voilà, là c'est la boisson mais ça m'a permis de faire des rencontres. J'ai fait une rencontre qui était plutôt intéressante, qui est donc que je peux citer, Joss Salfranc, qui était pilote dans son propre team et qui on avait, alors je sais plus trop comment on s'était rencontrés, mais je pense sur une course on a discuté et voilà, il cherchait des sponsors et moi j'avais réussi à gagner un peu d'argent et là je me suis dit il est en train son team est en train de grossir, c'est quelqu'un de hyper ouvert, hyper intéressant, très professionnel dans sa vision du motocross, tu vois, vraiment de l'avant et à vouloir progresser lui aussi dans ce qu'il fait, autant pilote que team manager, donc tu vois 2 casquettes lui. Et du coup il m'a dit là voilà, moi je vais avoir encore 1 ou 2 saisons, donc est-ce que ça te dit qu'on trouve un terrain d'entente, donc on discute et tout et je dis écoute voilà, moi ça peut être intéressant. Donc là il finissait sa saison et il était chez Honda, donc là c'était sur la saison de Supercross, donc la saison de Supercross t'as du outdoor et de l'indoor, et Bercy, et du coup ce qui était cool, j'ai gardé la photo quelque part, c'est dans un magazine où du coup il est prince de Bercy, donc il gagne dans la catégorie SX2 et du coup il y a le logo All Shot sur le maillot. Incroyable. Là, c'est des petits trucs que moi je vois, les autres voient pas trop, tu vois, mais du coup je le sais et c'est cool, tu vois. Il y a eu ça, j'ai eu d'autres pilotes aussi. Ça a une importance qui est énorme. Je me rappelle pour la petite anecdote qui a rien à voir avec le monde de la moto, mais c'était en surf. Il y avait le mec qui avait créé, tu sais, les premiers gros poufs un peu gonflables, de plage là. Et le mec il monte ça et puis un jour il y a le média, il y avait une zone média et donc du coup il fournit ces fameux poufs là, pour tous les surfeurs, quoi. Et là il regardait et donc il y avait des bancs aussi qui étaient normaux, tu vois, et il y avait 1 ou 2 poufs et il y a Kelly Slater qui arrive, chaud. Il fait vas-y, assis-toi sur mon pouf, s'il te plaît. Et Kelly Slater, il s'assoit sur son pouf, il est comme un dingue. Tu sais que je l'ai rencontré lui. Kelly Slater ? Ouais. C'est vrai ? Et en fait, du coup, avec on va un peu dévier, mais avec All Shot, du coup, ça m'a permis d'aller dans plein de disciplines en fait. D'accord. Donc, je suis allé j'étais partenaire du basket, tu vois, par exemple, à Cholet, à côté de chez moi, il y a une équipe de pro A, du coup, l'équipe Esport, on était partenaire. Donc, voilà, j'ai rencontré des joueurs pro, tu vois. Tu vois, j'aime bien un peu, tu vois, tout ce qui est sport de haut niveau. Le sportif, je m'intéressais beaucoup aux sportifs. Après, rien à voir, mais tu vois, par exemple, les fléchettes, ou tu vois, dans des disciplines vraiment totalement différentes. Et le surf, en fait, ma région, tu vois, on n'est pas très loin de l'océan, et donc je connaissais un peu, mais pas trop. Et en fait, j'ai mon oncle qui habite dans le sud-ouest, donc j'avais été là-bas, je me suis dit, tiens, il faudrait que j'aille là-bas. Tu vois, Osgore, par exemple, tout ce coin-là, c'est un peu la mini-Californie, tu vois. Bien sûr, française, c'est vraiment là où tu vois tous les sports, que ce soit la moto, tu vois, par exemple, nous on a un gros team en motocross qui est là-bas, qu'à chaque fois qu'on va là-bas, tu vois, on va se balader et on va là-bas forcément, et du coup je débarque là-bas, je me dis vas-y, je prends 3-4 jours, je vais là-bas, donc j'étais avec mon petit BMX et mes canettes. Donc ça c'est une anecdote encore, et je vais là-bas et du coup je fais tous les magasins, c'est Quicksilver, je file des canettes et tout, je dis je cherche à être vendu, ou s'il y a des surfeurs qui veulent représenter ma marque et tout, donc forcément certains magasins ça les intéressait pas parce que soit il y avait des marques qu'on connaît qui étaient déjà là forcément, et puis je mets chez c'était Billabong la marque, le magasin, et là je pose tout flyer et tout, les canettes, et là il y a un mec qui m'appelle, j'étais à Vadrouiller, il dit passe au magasin et tout, j'ai vu tes canettes, passe me voir et tout, je passe le voir.
très sympa. Il me dit, bah écoute, il y a des Tahitiens qui sont arrivés en France et tout pour passer leur brevet de formateur de surf, en fait. Ouais. Et il y en a 2 qui étaient au niveau européen, je crois. Et du coup, il me dit, ouais, je cherche des sponsors et tout. Je dis, ouais, mais moi, j'ai pas d'argent. Mais non, mais t'inquiète, eux, ils sont pas comme ça. Tu leur files un t-shirt, des canettes, ils vont être trop contents et tout. Donc, je les rencontre. Et effectivement, c'est des gens. J'aurais filé, je sais pas, peut-être 10-15 packs de canettes, un t-shirt casquette. Ils m'ont remercié comme si j'aurais filé un chèque. Enfin, j'exagère, mais tu vois, c'était vraiment. Ouais. Et du coup, en fait, donc le logo sur la planche. Et ils m'ont fait des photos à Tiupo, tu vois, par exemple, la vague mythique. Trop bien. Donc, alors, c'est compliqué de voir sur la planche parce que, tu vois, c'est petit. Ouais. Mais tu vois, par exemple, ils m'ont envoyé des photos. Ils me disent, voilà, j'ai fait Tiupo avec ton C'est logo. Ils m'ont envoyé des bien. photos. Ouais. Donc, tu vois, c'est côté cool, quoi. Mm. Et du coup, c'était la Coupe du Monde de surf à ce moment-là. Ok. Donc, bah, avec eux, tu vois, eux, ils avaient. Il y avait alors d'autres Tahitiens qui font le championnat du monde. Ils avaient loué une villa où du coup il y avait tous les Tahitiens et tout et d'autres étrangers. Donc moi je m'incrustais un peu, mais tu vois, j'étais pas trop à l'aise parce que je parle pas un mot d'anglais ni d'autres langues, à part le français. Donc c'était un peu galère, mais bon, tu fais des rencontres. Et un jour, on traîne dans un bar, tu vois. Et là, il y a un mec on était à côté, tu vois, mon pote et tout. Et il tape dans un mec, tu vois, et l'autre, en anglais, je sais plus ce qu'il dit, tu vois. Et en fait, je reconnais les yeux bleus, tu vois. Ouais. Tu sais, il a une tête assez. Tu Ouais, vois, ouais. quand tu connais le mieux, tu En reconnais. plus, pour un surfeur, tu sais, t'as Ouais. le stéréotype du surfeur, il est Ouais. un peu Ouais, c'est anti-stéréotype. un peu ça, ouais. Et Il était avec sa capuche et tout, à boire. Alors, je sais plus si c'était verre de rouge ou un truc. dis que c'était Et là, All Shot, il buvait All Shot. Ouais, buvait All Shot, ouais. Ouais, bah non, lui, c'était sponsorisé par All Shot à ce moment-là. Et il se retourne et tout, et avec mon pote, parce que bon, c'était un pote que j'ai rencontré là-bas, mais qui était fan de surf, mais si tu veux, il faisait vraiment amateur, quoi. Et il se retourne et il me dit, t'as vu ce que j'ai vu? Je dis, ouais. Il me dit, mais c'est Clay Setter? Je dis, je crois. Du coup, alors on essaie de regarder. Effectivement, après, bah, une fois que tout le monde l'a reconnu, bah là, c'était donc là, vraiment. Et le mec, hyper accessible, quoi, franchement. Alors moi, je vais pas trop discuter avec, mais le gars hyper accessible. Et dans ce milieu-là, tu vois, j'ai trouvé ça hyper cool parce que t'es sur la plage. Ouais. T'as pas d'endroit fermé, en fait. Donc, t'as les surfeurs qui vont à l'eau pour faire leur compète. Les gens sont respectueux quand même, tu vois, ils sont pas là en train de leur demander des autographes Bien et sûr. tout, mais tu t'approches les gens, tu peux, s'ils sont cool, tu vois, à la fin de leur session, bah, ils vont venir signer des autographes, des photos. Franchement, c'est vraiment, j'ai vraiment adoré l'esprit. Et surtout après la fête aussi, c'était cool. Tu m'étonnes. Parce que là, on a fait des belles rencontres aussi, que moi je connaissais rien, mais dans les bars, c'était assez Ouais, folklorique. On peut pas tout raconter, mais. Non, il a l'air d'avoir des bonnes vibes, justement, Mais voilà, dans le c'est, surf. tu vois, Et en fait, c'est ce qui te permet de revivre des expériences. Exactement. Ouais, ok. Et je te dis, moi, tu vois, bah, pour finir un peu sur le surf, donc j'avais été invité à une soirée d'Easy Shoes en fait. Ouais. Parce que bah, avec les Tahitiens, ils connaissaient du monde, machin, je sais plus des rencontres que j'avais fait. Donc soirée d'Easy Shoes, présentation d'une vidéo de je sais plus ce que c'était. Et du coup, je rencontre le responsable marketing de chez Quicksilver en fait. Ok. Quicksilver Europe. Donc tu vois, un peu de. Voilà. Et tu vois, il m'a expliqué un peu comment ça se passait le sponsoring par exemple. Tu vois, il m'a dit, je dis, ouais, mais les budgets que vous devez avoir et tout. Il me dit, mais les budgets de quoi? Il me dit, on donne beaucoup de fringues en fait. Il me dit, toi, ce qu'il faut que tu fasses, C'est donné. tu donnes kit, tu vois, ou tu payes un kit déco, tu vois, ou des trucs, tu vois, du matos, ou tu donnes des canettes, ou tu payes un kit déco avec ta marque, tu vois, qui est vachement représentatif sur une moto, tu vois, des trucs comme ça. Ou alors sur un casque, une déco, des trucs comme ça. Mais il me dit, l'argent, évite au maximum, quoi. Et bon, à ce moment-là, j'avais commencé non, j'avais pas le deal encore avec des teams. Donc je faisais comme ça au début. Et ce qui m'a permis d'avoir des pilotes à un bon niveau, on va dire. Et après, pour revenir sur la moto, du coup, donc c'est le team SR que Joss Salfranc avait créé. Donc là, il était chez Honda et après, il changeait de marque, il passait à Suzuki où il avait 2 pilotes plus lui qui roulait. Et des pilotes que moi je voyais dans les magazines, tu vois. Ouais. Il y avait Florent Richer, un pilote qui roulait, qui avait fait un peu de GP, qui roulait beaucoup en Europe, en Allemagne, un top pilote en SX, voilà. Fabien Isoire qui avait roulé aux États-Unis dans le team Kawasaki Officiel. Ouais. Donc en finale de Supercross. Donc quand tu te retrouves au resto ou chez lui, tu vois, discuter de ça, que tu vois sa moto, le casque de Villopoto, les trucs, enfin tu vois, des trucs qu'il a ramené de là-bas. Moi jamais, si j'avais pas créé la marque, j'aurais pas vécu ça, quoi. Puis c'est des gens en plus hyper simples, hyper abordables, tu vois. Et du coup, bah en fait, donc de tout ça, en fait, on a fait une petite vidéo avec la marque et tout. Et le deal avec eux, c'était de. Donc moi je fournissais de la canette, il y avait un petit budget à filer normal, tu vois, parce que bah c'était quand même un team qui commençait à être important. Donc j'avais réussi à me débrouiller pour sortir un peu de budget. Et moi en fait le deal, j'allais sur les courses avec eux. Et moi j'avais un stand en fait où il y avait la marque et tu vois et la marque du team et voilà, je représentais en fait. Les gens venaient, pouvaient acheter des goodies, des canettes, etc. Il fallait que j'appelle les clubs, tu vois, avant pour m'organiser avec eux. Le but aussi c'était qu'eux ils en aient dans les buvettes.
pour être vraiment partout sur le site. Et donc avec moi, j'avais tout le temps une ou deux nanas, deux copines avec moi pour faire les départs, tu vois, les podiums. Comme ça, j'étais représenté vraiment sur toutes les courses. Donc pendant une saison. Et du coup, les pilotes avaient la gourde, tu vois, fallait vraiment qu'ils essaient de jouer le jeu. T'as passé un step là quand même. Là, et là, c'était le truc. Ouais, et c'est là qu'en fait, on a fait du coup, ce qui était cool aussi, c'est qu'on a pu aller à une épreuve championnat du monde, le Grand Prix de France, où du coup, il y a donc je crois que c'était Fabien Isoire qui roulait. Donc pareil, là, tu rentres dans le paddock du championnat du monde. Donc t'es avec tous les gros teams en fait. Donc tu ressens quoi là, quand tu vois que ta marque elle est à peu près partout. En fait, tu te dis. Alors sur les championnats de France Elite, ce qui était rigolo, c'est que c'était devenu un peu la plupart des pilotes, on se connaissait tous et je connaissais beaucoup plus les mécanos parce que c'est eux qui traînaient un peu plus le samedi soir et vu que nous on roulait pas, si tu veux, on se permettait un peu de faire la fête quoi, enfin de traîner de camion en camion. Donc du coup, ce qui était drôle, c'est que c'était devenu un peu une famille, tu vois. Un peu comme ce que j'avais vécu en amateur, mais là c'était un niveau professionnel quoi. Donc je me rendais pas du tout compte en fait que à part au début où tu te dis ouais, tu connais lui moi je le voyais. En dehors, moi j'étais simple spectateur, je voyais dans les magazines et là du coup je discute avec lui, il me parle de son expérience, de comment rouler, comment piloter, tu fais le tour du circuit avec lui, t'expliques les traces, donc tu vois, t'apprends plein de choses en fait, que ce soit pour la moto ou voilà, dans la vie professionnelle d'un sportif de haut niveau. Et du coup ça m'a permis de passer un step, puisqu'après après ça faisait beaucoup, tu vois, parce que là j'avais encore mon taf. D'accord. J'avais encore mon taf. C'était une activité que tu faisais en plus. Ah ouais. Donc t'étais mécano genre la journée quoi. En fait en plus on bossait des fois je bossais du lundi au samedi midi. Donc des fois je m'arrangeais avec mon patron pour mes collègues, tu vois, pour partir le samedi. Donc des fois je partais le samedi midi, j'avais 6 heures de route, tu vois. Enfin c'était des périodes, mais j'arrêtais pas tout le week-end, que ce soit la moto, un autre événement. Et puis à force en fait on te demande de venir sur des événements. Au début tu dis oui à tout, mais à la fin l'année d'après, tu vois, tu fais le tri parce que tu peux pas. Et puis tu vois que tu perds de l'argent, les déplacements ça coûte cher et puis il y a des trucs tu kiffes pas trop. Enfin, c'est bien sur le moment, mais après tu te rends compte que c'est pas ce que t'aimes en fait. Ça colle pas sur ce que tu voulais. Voilà, c'est ça. Et du coup, donc ça c'était je crois que c'était 2013. Après 2014, j'ai continué un peu, mais avec le team, du coup, lui, vu qu'il a progressé, forcément, il y a des marques qui se sont intéressées à lui. D'accord. Et là, il y a une autre marque de boissons énergisantes qui est arrivée sur le marché et qui a beaucoup plus de moyens que moi. Et donc, Parce que là, t'es tout seul là. Alors, il y avait quelques marques, mais dans la moto, ouais. Non, je veux dire tout seul à gérer. Ah oui. Donc, tu prenais tes boissons, tu les as emmenées. C'était c'est ça, en gros, je commandais. Chez mon fournisseur, je commandais, c'était stocké dans les tables chez ma grand-mère à côté de chez mes parents. Mon père, il recevait, enfin, soit je faisais livrer les palettes chez mon patron, du coup mes collègues m'aidaient à charger. Enfin bref, incroyable. Donc c'était la débrouille, on se débrouillait quoi. Je fabriquais pas mal de trucs. Tu te débrouillais parce que tu dis mais. Oui, mais c'est que j'avais toujours un pote avec moi j'essayais de pas partir tout seul, tu vois. J'avais un pote qui essayait de venir tout le temps avec moi parce que tu vois la route des fois c'était chaud et après j'avais tout le temps une ou deux copines, donc c'était vraiment bon enfant parce qu'on était 4-5 et du coup c'était vraiment mode pote quoi. Après après j'ai continué, mais là j'allais sur des épreuves un peu plus amateurs. Je faisais toujours la première que j'ai fait à Romagné, c'était devenu un rituel. Romagné, il fallait pas louper parce qu'à chaque fois ça marchait, on faisait du volume et tout. Et après j'étais plus sur les courses amateurs parce que j'étais un peu en fait c'est bien, il y a le côté joli du milieu professionnel, mais t'as le côté un peu où du coup t'es tellement sollicité en fait qu'au bout d'un moment tu sais plus trop. T'es sollicité, c'est-à-dire team manager, pilote, pour sponsoriser. Alors au début t'es content, tu te dis c'est un team qui a des pilotes qui roulent en d'Europe, qui veulent avoir, mais bon forcément il y a le côté financier, donc après des fois c'était un peu compliqué, les pilotes qui sont tout le temps comme dans tout sport, hein, c'est comme ça, c'est pas que la moto, hein, mais voilà, qui te passe un peu de la pommade sur le doigt, tout gentil avec toi, et derrière, après, une fois que t'es plus là, quand tu les revois, tu leur dis bonjour, limite ils te reconnaissent. Enfin, tu vois, mais c'est dans beaucoup de milieux. Professionnel aussi, hein, tu sais ce que c'est. Entrepreneur, c'est pareil. Du coup, un peu, on a fait tellement, en fait, tu vois, pendant 1 an et demi, 2 ans, que voilà, je voulais calmer un peu le truc. Et là, je voulais passer, en fait, j'ai rencontré tellement de sportifs de haut niveau que du coup, je voulais passer un step en fait et créer ma propre boisson en fait. J'ai rencontré des basketteurs, des surfeurs, des pilotes de moto, des pilotes de voiture, de plein de disciplines, et il y avait très peu de marques de boissons sport françaises en fait.
Et donc chez moi, je fais des trucs. Je voulais un truc naturel, survitaminé, tu vois. Un Là, peu. t'es toujours sur Angers. Ouais, toujours chez mes parents, là. Je suis ouais. chez mes parents et tout, toujours mécano. Et tu fais ça dans ton Donc je garage. fais ça, voilà, j'achète des fruits, des trucs, je fais des mixtures. C'est incroyable. Mais je me dis. Enfin, en fait, c'est surtout pour me dire, est-ce que le naturel, tu vois, niveau goût, ça peut être sympa, quoi. Donc, bon, je suis pas du tout du milieu, donc forcément, je fais des trucs dégueulasses. Enfin, je me dis, ça va pas correspondre parce que oui, les boissons. Enfin, à l'époque, les boissons étaient très sucrées. Ouais. Oui. Donc les gens, c'est ce qu'ils aimaient, quoi. Et du coup, 20 minutes de chez mes parents, il y a un industriel, en fait, qui fait des boissons gazeuses, que j'avais contacté, en fait. Donc très sympa, le responsable commercial, il me dit, donc je lui explique, je dis voilà, je voudrais créer une boisson autour du sport, enfin sport, pour le sport, une gamme de boissons viande, une gamme de boissons sport. Et il me dit bon, t'as combien de clients? Je dis j'ai parce que oui, là j'avais réussi à rentrer dans quelques magasins autour de chez moi. D'accord. Par des contacts, en fait, que j'avais eu, un copain qui connaissait le patron, voilà, etc. Toujours dans le milieu, grâce aussi à la moto, les événements que je suis allé, que j'ai rencontré des gens qui m'ont fait rencontrer ces personnes-là. Donc du coup, j'avais, je crois, 4 magasins, 4 petits supermarchés autour de chez moi. Le gars me dit, écoute, nous, le minimum de commandes, c'était 20 ou 30 000 unités minimum. Donc il me dit, tu les écouleras pas dans l'année. Donc il me dit, écoute, quand tu seras prêt, viens nous voir. Là, on pourra faire un truc, mais il faut que tu aies plus de clients et plus de force. Plus de volume de vente, en fait. Ouais. Ok, donc un peu, tu dis, bon, ok. Par contre, il m'a tout expliqué, hein, comment ça se passe, les prix, comment faire et tout. Donc bon, je dis, bon, ok, c'est peut-être pas... C'était peut-être pas le moment. Voilà, donc je reste sur mes petits délires. Je continue un peu là. Enfin, je roulais plus là. Donc je vais sur des événements encore un peu. Et puis un pote qui est dans le milieu automobile qui me dit... qui a une entreprise, mais pas du tout dans ce milieu-là, mais qui me dit, bah écoute, moi j'ai repris l'entreprise de mon père, mais voilà, moi derrière, c'est une succession. Toi, c'est compliqué, t'as pas de... Moi, j'avais personne financièrement qui pouvait m'aider dans mon entourage. Donc il me dit, écoute, essaie de te faire connaître dans un milieu où il y a du réseau de l'argent. Et il me dit, viens avec moi sur des courses automobiles, tu vas voir comment ça se passe et tout. Et c'est vrai que, alors lui, c'était un niveau amateur, mais déjà, il faut un peu de moyens pour rouler au niveau où il était, tu vois. Déjà que c'est compliqué en cross, voilà, mais en automobile, c'est très cher. Ouais. Et là, c'est vrai que j'ai rencontré des gens qui avaient du réseau et de l'argent. Et il me dit, tu vois, essaie de te faire connaître dans ce milieu-là. Donc moi, forcément, j'ai dit, je vais pas aller à la course du coin, tu vois. Donc moi, je regarde des pilotes qui roulent à un très haut niveau, genre 24 heures du Mans, des trucs comme ça. Mais est-ce que ça serait pas l'erreur, ça, aujourd'hui, de vouloir toujours... Maintenant, avec le recul, de dire à chaque fois d'essayer et plutôt de commencer un peu petit avec les amateurs et après monter, ou c'est plutôt le bon conseil, c'est de se dire non, on tape d'abord. Après, moi, c'est la rencontre, en fait, qui a fait que du coup, donc là, les réseaux sociaux, qui étaient très présents, et donc en regardant un peu les pilotes français. C'est quelle année, ça, à peu près 2014. Ok. Du coup, les pilotes français dans le milieu automobile qui performent, donc j'y connaissais rien, clairement. Donc je regarde un peu 24 heures du Mans, ce qui se fait. Du coup, quand je m'intéresse à un truc, tu vois, j'essaie d'aller un peu plus en profondeur pour voir ce qui se passe et connaître le milieu. Et donc je tombe sur le profil de Nathanaël Berton, qui est mon associé aujourd'hui. Ouais, okay. Et en fait, on discute via les réseaux sociaux. Donc lui, à l'époque, il roulait en GP2. Ouais. Donc c'est l'antichambre de la F1. GP2, et il a pas fait quelques piges en F1. Si, en F1. Alors exactement, troisième pilote, je crois, Lotus. Caterham, c'était Caterham Lotus. Caterham Lotus, ok, ouais. Parce que ça, donc ça troisième pilote, ouais. Il me semblait que je l'avais entendu son nom, même en Formule 1. C'est donc, ça, ouais. Donc voilà, là on est sur quelque chose de... Donc très très bon pilote multi-carte, en fait, parce que endurance, enfin voilà. De toute façon, je pense que quand tu sais conduire une monoplace, c'est tout conduire. Voilà, c'est ça. Donc, et du coup, on discute. Et bon, forcément, évidemment, à son niveau, on roule pas à un niveau amateur pour des canettes, tu vois. Pour faire plaisir à quelqu'un, vas-y, je prends tes canettes, je fais la pub et voilà. Ouais, okay. Là, c'est un autre step, tu vois. Mais du coup, on reste en contact. En fait, je le suis parce que, tu vois, il gagne quand même des grands prix en GP2. Donc, sportivement, c'est hyper intéressant. D'accord, tu vois. ouais. Et du coup, on reste en contact. Et lui, il devait encore être à l'école de commerce, enfin, tu sais, avec des aménagements de cours, parce qu'il n'était jamais là. Forcément, quand tu fais le GP2, tu voyages dans le monde entier, t'es jamais là. Et du coup, en fait, lui, entre ses parents qui ont une entreprise, donc lui, forcément, un peu une âme d'entrepreneur. Hein. Et du coup, il avait une idée de créer une société autour de, pourquoi pas de la boisson ou de quelque chose comme ça, en fait, ou complément alimentaire, et voilà. Donc moi qui arrive à ce moment-là, voilà, donc voilà, on discute et on s'est dit pourquoi pas, ça peut être quelque chose. Lui, il a le réseau, voilà, il a une vision sur le monde
sportif et du monde en général, parce qu'il est dans des gros événements où il y a des grosses industries de plein de choses. Donc il a une vision un peu différente de moi, moi qui suis on va dire plus, je sais pas comment expliquer, plus mais local, on va dire. voilà, c'est ça, je sais pas comment dire, mais et du coup on décide de s'associer. Donc moi qui étais dans le Maine-et-Loire et lui à Clermont-Ferrand, mais ses parents qui ont une structure, c'est plus facile, tu vois, que moi de venir ici parce qu'ils ont tout pour nous aider. Tu vois, quand je disais tout à l'heure quelqu'un de la famille qui peut nous aider, eux clairement ils ont pu nous aider. Donc du coup je dis à mes parents et à mon patron, salut, je me casse. Donc ça c'était fin 2014 et j'arrive début de janvier 2015 à Clermont. C'est une vraie aventure d'aller à Clermont-Ferrand. Ouais, du coup là, ah ouais. Alors, oui, tu vois, ça c'est l'aventure. Alors moi qui viens d'un village de 1500 habitants, si tu veux, la ville, j'y allais pas souvent. Ah ouais, quand t'as vu Clermont là, tu te dis c'est New York City quoi. Non, non, ça va. Mais tu vois, pas l'habitude. Franchement, je vais pas faire le campagnard de bas étage, tu vois, mais tu connaissais tout déjà de chez toi, donc t'avais tes repères. Tu sais, on est habitué, ou même quand j'allais en ville, des villes comme Clermont, j'y allais, tu vois, nous il y a Angers, Nantes, mais c'était pas mon kiff. Je suis pas du tout. Le monde, c'était pas trop mon truc. Beaucoup de monde sur un événement moto, je kiffe, parce qu'il y a l'ambiance et tout, mais en ville. Et du coup, j'arrive à Clermont-Ferrand. Donc, au début, donc Nat me loge au début pour que le temps que je trouve un appart et tout. Du coup, je trouve un appart. Donc, mais sauf que là, financièrement, c'était compliqué, tu vois, parce que j'avais un peu d'aide de Pôle Emploi, mais bon, quand t'as pour parler, je vais parler argent, mais c'est juste pour expliquer aux gens un peu comment ça se passait. Donc quand t'étais chez tes parents, que voilà, tu avais un petit salaire, là forcément, la première année que tu te retrouves au chômage, tu te retrouves à payer des impôts des années d'avant, donc là, t'avais pas anticipé ça. 500 balles de loyer par mois, l'assurance, les conneries, les bricoles. T'es vite en galère, tu vois. Donc la première année, quand tu te retrouves sur ton compte à moins 1500 pendant 3-4 mois, du coup c'est compliqué, mais tu es dans ton truc, tu dis oui. T'avais confiance quand même. J'en sais rien, je sais pas comment. Ou l'insouciance de l'insouciance de l'entrepreneur. Je sais pas. Après j'ai dans mon éducation en fait, tu vois, d'un milieu à la campagne, tu vois, où on en a parlé des fois, une enfance incroyable parce que tu fais tout ce que tu veux, t'es libre. J'ai appris les valeurs du travail très tôt en fait, où du coup mes grands-parents avaient un hôtel bar-restaurant, tu vois, où ils faisaient tout eux-mêmes, donc tu vois, ils avaient les animaux pour la viande, les légumes, les fruits, etc. Donc nous très tôt, quand tes parents disaient tiens, cet été tu es en vacances, tu vas aller aider ta grand-mère, ou tes grands-parents, tu vas aller ramasser les patates, ramasser le foin, mais c'était cool, tu vois. Mais du coup tu te rends pas compte, et quand on te donne c'était des francs. Je me rappelle, je sais pas pourquoi je me rappellerai toujours de ça, mais quand je sais plus ce qu'on faisait, ramasser des légumes, où elle nous donne 10 francs, tu vois, en argent de poche. Et je me dis c'est cool en fait, par rapport à mes potes, tu vois, à l'école je pouvais dire moi je peux aller acheter des bonbons, ou leur même si on s'achetait des bonbons, on partageait, tu vois, c'était en mode trop bien et tout. Parce que on s'occupait comme ça en fait, ce qu'on parlait tout à l'heure, on n'avait pas les ordinateurs, pas les réseaux sociaux, nous on faisait du vélo, on faisait des cabanes, on faisait plein de trucs comme ça, tu vois. Et du coup après t'as compris, donc tu vas aider, t'es content d'aider, parce que tu sais que tu auras la récompense. Bon, des fois elle était maline, elle nous donnait pas de récompense. Là on se faisait avoir, mais après t'allais l'aider inconscient, naturellement en fait. Tu dis tiens vas-y, je vais t'aider, et tu sais en toi que dans tous les cas elle va dire c'est bien, vous êtes venu de vous-même, je vous ai pas demandé, vous êtes venu, et du coup t'as la récompense. Et quand t'as compris ça, et que si tu fais des efforts, au bout d'un moment ça paye, sans parler le côté financier, tu vois, mais et du coup moi j'ai toujours eu ça, et je me dis de toute façon le travail, on n'a rien sans rien. Donc au bout d'un moment il faut essayer de persévérer, mais bon, il y a eu des moments où c'était chaud, voilà, t'es tout seul dans ton appart, même si la famille était pas non plus à l'autre bout du monde, mais bon, tu essaies de te déplacer le moins possible, parce que se taper 4 heures de route, aller-retour les week-ends, ça coûte de l'argent, parce que le gasoil, les péages, etc. Donc t'es chez toi, tu fais pas grand-chose, t'essaies donc tu bosses, du coup, tu te noies dans le travail, tu sors, tu vas dans les bars, présenter ta marque, dans les boîtes, faire des rencontres pour essayer de rencontrer les bonnes personnes. Donc des débuts compliqués, pas d'argent du coup. Donc pareil, je crois que je t'avais dit, mais ça m'est arrivé une fois où c'est là que je me suis rappelé ce que mes parents ou mes grands-parents disaient, qu'on n'a rien sans rien. Voilà, je me rappellerai toujours, j'avais mon billet de 20 euros et je me suis dit putain, faut que je tienne jusqu'à la fin du mois là. Donc tu te débrouilles, et puis après des rencontres. Donc comme je dis, je sortais un peu,
il y a un bar que j'allais sur Clermont souvent parce qu'on jouait aux fléchettes et que du coup, pareil, une rencontre, il a son bar, sa maman a un bar à 20 bornes de chez mes parents, tu vois. Mais Enfin, non. Ah genre ouais, le truc ouais, improbable. improbable. Du coup, bah forcément, on discute, on devient potes. Donc je vais souvent chez lui parce qu'on est devenus potes. Et du coup, je rencontre un gars là-bas qui me voit avec la marque All Shot et tout, qui kiffe ma marque, qui me dit, ah mais t'es sponsorisé et tout. Je dis oui, j'aime pas me mettre en avant, tu vois. Donc je dis oui, on peut dire ça. Et du coup, le patron du bar il dit ah mais c'est Vico qui a créé la marque All Shot et tout. Donc il me dit ah trop bien. Donc il me demande comment j'ai fait, enfin un peu tout ce que je t'ai raconté. Et il me dit ah mais t'es mécano, mais j'ai des motos chez moi, mais j'y connais rien. Mon père a des voitures qu'on veut remettre en route, des motos. Ce que ça dit et tout. J'ai des enduros comme ça, on va faire de la moto et tout. Et moi j'avais pas de moto clairement. Donc un mec qui me dit ça, ouais pourquoi pas. Et il me dit mais t'habites où? Donc j'habitais à côté de Clermont à Rion. Tu connais. Et je dis je cherche sur Clermont, ce serait plus pratique quoi. Et il me dit écoute mon père il a des apparts et tout, on peut peut-être trop. Je dis par contre moi je veux pas un truc à 500 balles, financièrement c'est chaud quoi. Il me dit écoute viens voir mon père et tout, on peut peut-être trouver un terrain d'entente. Donc son père il me dit écoute je te fais un petit loyer en échange, tu nous aides à remonter les motos et enfin tu vois ça t'aidera aussi à remonter la pente, tu vois. J'y vais ok. Du coup, c'est parti comme ça, et du coup, j'ai bricolé. J'ai fait tu vois, je bricolais des meubles et tout je mettais un peu sur les réseaux, tu vois, que je vendais à droite à gauche. La débrouille, quoi. Ouais, ça me faisait 500 balles par-ci, 500 balles par-là, ça payait le loyer, ça m'a remis un peu la tête hors de l'eau. Et du coup, après, la marque a commencé à grandir, et du coup, là, j'ai pu avoir mon premier salaire. Donc là, voilà, après, c'était passé un step, et là, du coup, j'avais plus le temps de faire mes petits extras, on va dire. Donc voilà, tu vois, c'est pour dire les rencontres, en fait, j'ai pas lâché. Et après voilà, on a continué à progresser, puis en plus Nat, le fait de son statut de sportif de haut niveau, forcément, tu vois, les 24 heures du Mans, on était sur 24 heures du Mans, en GP2, on a pu avoir la marque sur la voiture, tu vois, donc c'était cool, tu vois. Et puis lui qui connaît plein de monde, on a pu faire des rencontres. Même sur Clermont-Ferrand, il y a des magasins que moi, même en appelant, les mecs, ils te prennent même pas en rendez-vous, tu vois. Donc, si tu connais les bonnes, c'est beaucoup comme ça aujourd'hui. Comme mais tu disais, si on résume un peu aussi, c'est qu'il faut déjà rien lâcher. Ouais, c'est ça. Il faut s'ouvrir aux autres, donc faire des rencontres, ça décante beaucoup de choses. Tu disais que la rencontre avec la CCI, par exemple, c'est compliqué, mais en fait, les vrais gens qui entreprennent, c'est souvent le plus intéressant. Et ça, c'est un vrai conseil. Je pense que si tu as envie de faire quelque chose, il faut en parler avec les gens qui savent faire. Moi, c'est de mon expérience. Après, mes autres expériences professionnelles que j'ai eues dans l'entrepreneuriat, tu vois, qui sont un peu plus conséquentes que tu connais. Là, du coup, il y a certains organismes ou de la région ou du département, tu vois, qui sont... Non, mais quand je dis ça, mais c'est voilà. pas... Non, mais c'est pour dire, tu vois, que tu as certains... Moi, à ce niveau-là, mon niveau où j'étais, ils m'ont pas apporté beaucoup, à part des conseils, mais que, tu vois, j'avais trouvé moi-même. Mais bon, ils m'ont donné 2-3 contacts, ça m'a quand même aidé, mais c'était pas le coup de pied, tu vois, qui m'a... c'était vraiment le terrain, en fait. Vraiment le terrain, et de toute façon, comme un artisan, pour se faire connaître, et c'est le bouche à oreille. C'est s'il travaille bien, je vais dire tiens, tu es un plombier, moi il est top et tout, il m'a fait une maison, le bouche à oreille, exactement. Donc c'est comme ça, c'est se créer son réseau, pas hésiter à se déplacer. Tu vois, les réseaux auxquels on fait partie, des chefs d'entreprise, moi j'ai fait des rencontres aussi qui m'ont permis de faire d'autres choses. Donc voilà, c'est ça aujourd'hui. Si je peux donner un conseil à des gens qui veulent entreprendre, si c'est dans un milieu de passion, continuer à rester dans la passion. Déjà, c'est important pour le bien-être mental, je parle pour mon cas, et ça permet aussi de faire des rencontres pour peut-être travailler dans cette passion-là, ou peut-être rencontrer des gens qui vont t'amener vers d'autres gens et faire des choses que tu pensais pas faire. Parce que moi, clairement, tu m'aurais dit il y a 10 ans, tu seras chef d'entreprise, tu auras une marque de boisson et d'autres sociétés, je t'aurais dit clairement non, je pense pas, je suis pas prêt j'étais pas destiné à être chef d'entreprise, quoi. Donc je sais pas s'il y a vraiment des gens destinés, il y en a, je pense, qui veulent, et encore une fois, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, c'est très dur. Alors pour revenir au réseau, on voit beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent avec les réseaux, mais il y en a très peu, je pense, qui gagnent beaucoup d'argent. Par contre, ça permet, comme ce qu'on fait là, de faire connaître des gens, de parler un peu du vécu et de pouvoir donner envie peut-être à des gens aussi. C'est ça, exactement. En toute humilité, Rider Radio, quand je l'ai créé, c'est pour donner envie de voyager, donner envie de faire de la compétition, donner envie d'entreprendre autour de la moto. Y a, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a plein de métiers qui peuvent être et qui peuvent
être autour de la moto. Et là, toi, tu en es la preuve, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vis de ta passion. C'est ça. Et c'est pas forcément, et t'es pas forcément pilote, pro, etc. Mais tu vis ces moments-là un peu par procuration, parce que ton taf le permet. Le permet, c'est ça. Grâce à ça, ça permet et c'est la passion, quoi. La passion, exactement. Elle est toujours là. Et si tu arrives à faire une vie de passion, c'est un régal. Oui, c'est kiffant. Et quand tu vis de ta passion, c'est cool, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que j'avais envie, moi, de t'entendre sur ça. On a vu que c'était pas... On a entendu, en tout cas, et vu que c'était pas facile. Non. Mais aujourd'hui, c'est comment, All Shot, comment ça se passe? C'est quoi la suite? Est-ce que tu peux... nous en dire un peu plus? Du coup, on a donc ça se développe. Voilà, on a une équipe, on a une petite équipe qui est sur le terrain. Moi, je suis un peu moins sur le terrain. Je suis plus sur le côté gestion, et voilà, on a d'autres activités à côté, donc voilà, mais on a une petite équipe sur cette partie-là qui continue à développer avec des distributeurs. Voilà, au début, on faisait vraiment du terrain. Maintenant, on a grossi, donc on a des distributeurs, voilà, qui distribuent dans la région. On est en train de voir, voilà, pour du national. On a développé d'autres gammes de boissons. On avait développé il y a un petit moment des compléments alimentaires, donc ça c'est toujours un peu... Il y a toujours des choses à faire, parce qu'aujourd'hui, les gens, ça évolue aussi la mentalité des gens. Comme je disais, à l'époque, moi, c'était boisson très sucrée. Maintenant, il y a moins de sucre. Les gens font attention à ce qu'ils consomment. Voilà, donc plutôt le côté bien-être, même si côté boisson énergisante, c'est une image. C'est une mauvaise image, entre guillemets, parce que voilà, c'était le côté fête, mais aujourd'hui, voilà, on essaie de faire des choses. En fait, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est une boisson plaisir. Il y a le côté fête, mais le côté boisson plaisir aussi. On a des clients qui aiment notre boisson, c'est pas forcément des fans de boissons énergisantes à la base, mais avec les différents parfums, on voit bien les très grosses marques, elles ont décliné énormément de parfums pour toucher une clientèle différente, en fait. Et du coup, on a sorti une gamme boisson plutôt sport, hydratation, récupération, une boisson facile, vraiment de 7 à 77 ans. Où du coup, là voilà, c'est une boisson non gazeuse, c'est faible en sucre, voilà, c'est une eau aromatisée, on va dire, avec des bienfaits pour la récupération. Et ça, on l'avait testé sur un gros événement moto, du coup motocross, où là, pareil, j'ai rencontré... Ce qui était compliqué avec la boisson énergisante, c'est pour les petits, par exemple. Donc voilà, sur des événements, depuis 12 ans, on est partenaire d'un gros événement au Sable d'Olonne, la Rookies Cup, je suis partenaire depuis le début de l'événement, en fait. Et les parents, compliqué de leur expliquer, boisson énergisante, c'est pas bon pour... Voilà, il y a de la taurine caféine, donc voilà, pour les petits. Donc voilà, nous, le but, c'était pas de froisser les parents et d'en vendre aux petits pour pas qu'ils soient non plus... Ils sont déjà bien excités comme ça, les gamins. Et du coup, le fait d'avoir une boisson, hydratation, une eau aromatisée, là... Tout le monde est OK. Voilà, et du coup, les gamins, ils kiffent. Et c'est devenu... maintenant, dès qu'on va là-bas, on sait que voilà, on cartonne parce qu'ils nous connaissent et les petits kiffent. Et en plus, on est présent avec voilà, toujours les Miss All Shot qui font les départs, les podiums, etc. Donc, c'est un peu voilà, le côté cool. Ouais. Si en t'écoutant, bien sûr, t'as dit beaucoup de choses sur des éventuels conseils pour quelqu'un qui souhaiterait vivre de sa passion autour de la moto. Si tu dois donner un conseil, qu'est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait faire quelque chose autour de la moto ? Un conseil, ce que je disais, c'est quand on a une idée en tête, en fait, voilà, c'est rien lâcher. C'est au moins essayer. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, mais voilà. Après, des fois, la vie, ça dépend voilà, dans quel milieu on vit, de comment on est dans notre vie personnelle. Des fois, le côté perso, c'est pas facile. Bon, voilà, à l'époque, j'étais tout seul chez mes parents, donc voilà, j'avais rien qui me retenait, en fait. Après, voilà, quand on a une idée en tête, pour moi, il faut essayer d'aller au bout. Et après, voilà, ça marche, tant mieux, ça marche pas. Enfin, moi, c'est ce que je me dis. Après, bon, forcément, si un jour la marque doit s'arrêter, forcément, au fond de moi, je serai un peu déçu, mais je me dis, tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai fait, ça m'a apporté d'autres choses et plein de nouvelles choses. Donc, ça fait partie de moi. Ça, je pense, voilà, ça sera peut-être pas éternel, mais voilà, au moins les gens se souviendront de moi un peu, voilà. Il y en a encore qui m'appellent Monsieur All Shot, tu vois, par exemple, alors que c'est pas moi qui a fait le plus de All Shot, mais en moto, mais voilà, juste donc c'est rigolo, quoi. Ouais. C'est le côté. Donc ouais, moi, ce que je pourrais donner comme conseil, c'est quand j'ai une idée en tête, on essaie d'aller au bout et faut rien lâcher. Franchement, voilà. Ça peut marcher, comme ça peut pas marcher, mais au moins. T'auras tout tenté. Voilà, faut tout tenter. Voilà. On arrive sur la fin de l'épisode. Merci merci à pour toi, tout. Avec plaisir. C'était vraiment dingue, mais je vais pas te laisser partir comme ça. Ah mince. Enfin, de toute façon, je suis chez toi, c'est à moi de partir. C'est vrai, c'est moi qui dois te faire partir.
On finit souvent l'épisode par des questions un peu décalées. Là, tu vois, Ouais, on m'a été un peu dans la chronologie, tout ça. Donc là, elles sont un peu décalées. Toi, tu préfères sauter une table, on va dire, à 20 mètres sans suspension, imagine juste cadre, ou sans frein? Sans frein, je me démerderai après. 2 temps ou 4 temps? 2 temps. 2 temps direct. Ah ouais, 2 temps. Ouais, 2 temps. Ouais, pourquoi? Alors, j'ai pourtant testé beaucoup de 4 temps, Ouais. mais je sais que je serais plus rapide. Ouais. Mais je sais pas, j'aime bien le comportement du moteur, les sensations, l'énergie que ça dégage. Ouais, l'énergie, la niaque d'un 2 temps. Ouais. Et puis en fait c'est un pilotage totalement différent. On doit chercher la motricité, il faut beaucoup bouger sur la moto pour trouver. Alors c'est une très bonne moto pour progresser, ça c'est sûr. Si j'ai un conseil à donner aussi pour commencer la moto, faut prendre un 2 temps parce que c'est comme ça que tu apprends à faire de la moto. Un 4 temps c'est bien, mais moi c'est ce que je donne comme conseil parce que je l'ai vécu comme ça et je en connais beaucoup. Quand tu commences par un 2 temps et que tu passes sur un 4 temps, tu trouves ça facile et tu progresses plus vite. Mais après, peut-être qu'il y en a qui me diront le contraire, mais moi, là, je l'ai vécu comme ça. Mais 2 temps, ouais, je kiffe. Fruit du dragon yuzu ou pomme cassis myrtille? Pomme cassis myrtille, c'est le premier goût que j'ai. Enfin, on avait fait un goût, ce qu'on appelle. La toute première canette, c'était un goût, ce qu'on appelle original. C'est typiquement le goût bubblegum qu'on retrouve dans beaucoup de boissons énergisantes. Mais ça, c'était le premier goût que je voulais un peu sortir de l'ordinaire, en fait. D'accord. Donc voilà. Et une dernière question. Qui aimerais-tu écouter sur Rider Radio? Il y a un pilote que je suis fan, c'est Quentin Barrier. Quentin Barrier. Il est tellement connu, ce mec, que je pense... Très grand pilote. Très grand pilote de course de côte moto, d'ailleurs. J'ai une anecdote sur lui. Il m'a demandé de venir avec lui sur une course. C'était sa première ou deuxième, je sais plus. D'accord. Puis bon, moi j'adore les paddocks de moto, donc vas-y, on part tous les deux. Et tu connais le personnage. Ouais. Donc on part tous les deux. Donc course de côte moto, moi je connaissais pas du tout. Donc on fait tu pars d'en bas, voilà. Un point A, un point B, rien de plus compliqué. Sauf que Mach 12, faut aller le plus vite possible. Ouais. Donc pas trop de sécurité, quoi. C'est vraiment. Et lui, c'est ce qu'il kiffe. Et donc les montées, moto pas très puissante, donc un peu galère, mais il progresse, tu vois. Donc moi, j'ai pas du tout d'expérience là-dedans, mais j'essaie d'analyser un peu son pilotage, donc avec des petites vidéos, et de mon expérience de la moto. T'arrives à convertir. Ouais, j'essaye. Je sais que quand t'es pilote, le petit conseil positif que tu peux apporter, c'est pas grand-chose, mais ça peut t'aider, tu vois. Donc j'essaie toujours de le côté un peu négatif, de lui dire, ou de lui dire, tiens, moi j'ai vu ça, essaye comme ça, tu vois. Et du coup, il fait la dernière montée. Et il y avait une trace d'huile, il y avait un sidecar qui avait cassé, je sais pas quoi, du coup il y a une trace d'huile, du coup la trace elle s'était décalée. Et donc tu le vois partir, mais tu vois pas après le reste de la piste. Et donc là, la dernière montée, je me dis, allez, je vais commencer à ranger le camion et tout. Et là, l'autre pilote part pas. Là, je me dis, c'est bizarre quand même. Et là, je vois la dépanneuse qui se prépare, et j'entends le numéro 800, je sais plus quel numéro on l'avait, chute de tel numéro. Je fais, putain, mais sauf que tu sais pas ce qui peut arriver, quoi. Bien sûr. Donc là, moi, je vais vite voir les commissaires et directeurs de course. Je dis, il est blessé. Enfin, qu'est-ce qu'il y a, tu vois, forcément, Et il me dit, je sais pas. Donc l'ambulance commence à monter et tout. Je fais, Et là, donc, il essaie d'avoir des infos et tout. Et il me dit, ça a l'air d'aller, il est en train de balayer la piste. Et je dis, vous savez, les paysagistes, donc je pense que c'est le côté professionnel qui... Et du coup, donc j'attends en bas, donc ils ont cherché la moto. Et là, il ouvre la porte latérale, mort de rire. Il me dit, je te jure, ça passait, c'était beau. Je dis, mais quand je vois l'état de la moto, je fais, mais t'as rien et tout. Il me dit, non, j'ai rien et tout. Donc, première expérience avec lui, c'était stressant. Ouais, stressant. Donc, un personnage, c'est un vrai personnage très atypique. Et puis en plus, c'est intéressant parce que vu que sur Rider Radio, j'aime bien parler de plein de disciplines. Là, vraiment... pour le coup, la course de côte, c'est quelque chose. Et je pense que c'est un bon représentant de la course de côte. Il connaît énormément de choses de la moto aussi. Je pense que vous allez vous régaler avec lui. Trop bien. Écoute, merci encore. Merci Vico. à toi. C'était un vrai plaisir d'être ici chez toi autour de ces bécanes. Et puis je te souhaite que du bon avec All Shot.
on va te suivre bien sûr et on pensera, on aura toujours une petite pensée à Merci cette à toi. histoire parce Merci. que c'est des belles histoires, la création, enfin de partir déjà d'être un pilote, de faire du motocross et de créer quelque chose autour de tout ça, moi ça me plaît énormément. Et puis par ces fameuses galères que tu as vécues et en espérant que ça aille de mieux en mieux. Merci à toi et à l'équipe d'avoir pu partager mon expérience. Voilà, j'espère que ça donnera envie à d'autres. Trop bien. Merci, Merci. à bientôt. Ciao. Merci, à bientôt. Ciao.